Déjà, je voudrais vous remercier d'être venu. Je voudrais un peu introduire ce qu'on va vivre ensemble. Parce qu'en fait, ce qu'on va vivre ensemble, c'est vous qui allez le faire vivre. C'est absolument pas moi. Euh, le principe de cette conférence, c'est que vous allez me dire ce que je dois vous raconter. D'accord? Alors pour ça, ça va être assez simple pour vous. Ce sera peut-être un peu moins simple pour moi. J'ai mis en place, hop, un petit, euh, un petit AA Slide. Donc c'est un site en ligne qui permet de faire de faire des sondages et tout ça. Et régulièrement, durant la conférence, je vais comme ça faire apparaître des questions qui vont vous permettre d'orienter la carrière agile ou de permettre à notre héros, votre héros, de faire des choix dans ce qu'il va faire vivre aux équipes ou à son équipe. Donc, pour apprendre à utiliser l'outil, hein, la meilleure chose, c'est de l'utiliser réellement. Donc, je vais vous demander quel est votre niveau agile. Est-ce que vous vous sentez plus poussin? Est-ce que vous vous sentez plus trapu, un petit peu de muscle agile? Est-ce que pour vous, vous êtes un ninja ou est-ce que vous êtes carrément au niveau de Jean-Claude Van Damme? Alors, je vais faire apparaître les résultats. Vous pouvez continuer à voter malgré tout. Ah, quand même, quand même. On a des personnes, on a une population relativement junior, hein, ou alors relativement euh, peu sûre de ses compétences agiles ou de son agilité. Je vous conseille de garder votre téléphone sous la main parce que, comme je vous le disais, régulièrement, je vais être amené à vous poser des questions. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je suis devant vous et qui je suis. Moi, je suis Nico Tondeur. Euh, je viens du Nord, comme on dit. J'ai eu la chance de pouvoir arriver avant la tempête. Et donc, je suis là en physique. Et puis, ça, c'est tout ce qui me définit. D'accord. C'est beaucoup d'icônes, c'est beaucoup d'images. Je ne vais pas forcément vous détailler tout ça, mais si vous vous reconnaissez dans certaines des images, s'il y a des choses qui vous interpellent, je suis tout à fait preneur pour en échanger suite à cette conférence. Ce qui est intéressant dans cette description, ce qui m'intéresse là, c'est que je fais énormément de gamification. Et le sujet que je vous présente aujourd'hui, la conférence qu'on va vivre aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup maturé chez moi. Ça fait quelques années que j'y réfléchis et ça m'a demandé énormément de temps de préparer tout ça parce que même si je ne sais pas ce que vous allez me faire raconter, il faut que je sois capable de vous raconter quelque chose. Or, ce n'est pas de l'impro, c'est vraiment du préparé. J'ai déjà donné cette conférence plusieurs fois. À chaque fois, j'ai raconté des choses complètement différentes. D'accord. J'ai déjà donné devant 450 personnes. La première fois que j'ai donné, c'était devant 450 personnes. J'avais un petit peu les miquettes. Et depuis, elle a un petit peu évolué, mais mon idée, c'est de la faire évoluer régulièrement. Et de la faire évoluer parce qu'en fait, c'est vous qui choisissez ce qu'on raconte, mais je me base dans ce que je vous raconte, dans les choix que vous allez avoir, je me base sur une expérience que j'ai d'une carrière agile, d'accord. Moi, je suis agile depuis 2004. J'ai eu plusieurs carrières différentes dans l'agilité ou hors agilité. Hein, depuis 2004, il faut savoir qu'en 2004, c'était pas encore beaucoup répandu. Et si on voulait pouvoir travailler, il n'y avait pas besoin. Enfin, c'était difficile de dire je ne fais que de la démarche agile. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer un petit peu ce que c'est qu'une carrière agile ou ce que peut être une carrière agile. Pour ça, il va falloir choisir un héros. Et ce héros, vous avez le choix, d'accord, entre Eva y arriver. Eva, elle rejoint une petite start-up et elle est Scrum Master, ou James Suivre, qui lui est Scrum Master également et qui démarre dans une grande structure. Il est chez un client final qui est même plus du côté de l'industrie. Donc, pour pouvoir prendre cette décision,
si je retrouve ma souris, elle est là. Mais je vais vous proposer de voter et de choisir soit Eva y arriver, soit James suivre. Oh, mais dis donc, ça vote vite. Alors là, en plus, il me semble que j'ai mis un timer dans... Voilà, hop. Il y a des gens en ligne, c'est ça? Il y a des gens derrière. Super. Alors, voyons les résultats. C'est verrouillé, donc le timer est terminé. Et vous avez choisi de suivre Eva. Eh bien, nous allons suivre Eva. Pour suivre Eva, il me suffit de cliquer ici. Alors, Eva, elle a rejoint une société, qui est une société éditrice de serious game en ligne. D'accord. Le serious game, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller ludifier ou gamifier des éléments de la vie professionnelle. En tout cas, c'est comme ça qu'eux définissent la gamification. Et en fait, au départ, elle était développeur full stack. Alors, pour ceux qui ne savent pas, développeur full stack, c'est quelqu'un qui fait tout, qui fait un peu de tout dans le développement, qui travaille à la fois côté base de données, qui travaille à la fois côté des écrans qui sont affichés. Et puis, elle adore innover, elle adore regarder plein de choses, sauf que l'équipe, à un moment donné, elle a décidé, il nous faut un Scrum Master. D'accord? Et puis, comme cette équipe, elle a décidé qu'il lui fallait un Scrum Master, au départ, ils se sont posés des questions. Pourquoi est-ce qu'il nous faut un Scrum Master? D'accord? Je vous les ai mis là, les questions. De 1, l'équipe, elle a augmenté. Elle est passée de 3 personnes à 8 personnes. Or, quand on est 3 personnes, c'est super facile de discuter, de synchroniser, tout ça. Quand on passe à 8 personnes, les canaux de synchronisation sont beaucoup plus complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins quand on a 2 personnes, il y a un canal de synchronisation. Quand on a 3 personnes, il y a 3 canaux de synchronisation. On rajoute une 4e personne. Si les gens veulent se synchroniser entre eux sans réunion formelle, ça commence à devenir compliqué. En plus, les responsables de l'entreprise lui demandent des choses de plus en plus urgentes. Tout est toujours plus urgent. Et puis on ne va pas se leurrer. Si tout est toujours plus urgent, tout est prioritaire également. D'accord? Et jusqu'à maintenant, la priorisation, c'est le dernier qui a gueulé le plus fort qui gagne. D'accord? Et en plus, la taille des modifications, des changements qu'ils doivent livrer à chaque fois ne fait qu'augmenter. D'accord? Plus ils avancent, plus on leur demande de livrer des choses régulièrement, mais plus on leur demande d'en livrer beaucoup. Et donc, Eva, elle accepte. Elle accepte ce défi, mais elle doit prendre une décision. La décision qu'elle doit prendre, c'est soit de se faire former en tant que Scrum Master, d'accord, et on verra ce que ça veut dire de se faire former en tant que Scrum Master, ou elle décide de se lancer toute seule, aller chercher des ressources en ligne, aller chercher des écrits, aller chercher des choses qui sont intéressantes, ou en fait elle a quelque chose qui lui revient dans la tête, un truc qu'elle a entendu il y a quelques temps, qui est le syndrome de la grosse release. Et on pourrait éventuellement aller explorer ce syndrome un petit peu, si vous souhaitez parler du syndrome de la grosse release. Donc, je vous active la prochaine question. Est-ce que vous souhaitez que Eva se fasse former au métier de Scrum Master? Est-ce que vous souhaitez qu'elle se forme toute seule et qu'elle aille lire des choses en ligne, ou est-ce qu'on veut explorer ensemble, discuter un petit peu du syndrome de la grosse release? Ah si, en fait, j'ai une information vachement importante à vous donner. Elle est dans mon dos. Voilà, je vous la donne. Bon, je vais remettre mon pull, il est un petit peu frais. Mais... Hop, c'est verrouillé. Je remettrai mon pull après. Et donc, quel choix avez-vous fait? Ah oui, on va parler de la grosse release. Super. Qui a déjà entendu parler de ce syndrome de la grosse release? Ouais. Tu l'as vécu? Ouais. On l'explore, tu me diras si ça correspond à ce que tu as vécu. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de la grosse release? Le syndrome de la grosse release, c'est un syndrome qui
qui souffre d'une... Qui souffre de quoi? Qui souffre d'une augmentation exponentielle de la pression qu'on met sur la release. D'accord? Plus on veut mettre de choses dans la release, plus on veut mettre de choses dans notre dernière version du logiciel, plus on veut créer une nouvelle fonctionnalité, plus ça va nous prendre de temps. D'accord? Et plus potentiellement, on ne va pas mettre en ligne une nouvelle version du logiciel maintenant, mais on va attendre, plutôt que de le mettre dans 2 semaines, on va attendre 1 mois. Mais plus on attend pour mettre en ligne cette nouvelle version du logiciel, plus en fait on fait attendre les utilisateurs, plus on fait attendre le management, plus on se dit hey, ce serait bien de mettre vraiment beaucoup de valeur dans la release, et plus on veut en mettre de la valeur dans cette release. Et donc plus on augmente encore le temps. Plus on augmente le temps, plus on augmente les fonctionnalités, plus on se dit ah, là ça fait beaucoup de changements pour les utilisateurs quand même, ce serait peut-être bien qu'on mette en place une gestion du changement, peut-être une formation pour accompagner notre nouvelle version. Et donc, comme il faut mettre en place cette gestion du changement, mais qu'est-ce qu'on fait? On travaille à cette version du changement, cet accompagnement du changement. Comme il faut mettre en place une formation, on doit travailler à cette formation. Ah oui, mais ça prend du temps tout ça. Ah, on fait encore attendre un petit peu. Bon, on fait encore attendre un petit peu, ce serait peut-être bien quand même, ils attendent depuis 6 mois maintenant qu'on leur mette en place une nouvelle version, ce serait peut-être bien qu'on fasse en sorte qu'ils aient cette grosse nouveauté qu'ils nous ont demandé il y a 2 ans, on va travailler dessus. On l'avait chiffré à combien? 90 jours. Oh, on n'est plus à 3 mois après. Hein. Ça fait 6 mois qu'ils attendent, on peut encore en mettre, et ainsi de suite. Le syndrome de la grosse release, il pique. C'est un petit peu ce que tu avais vécu. Mais c'est pas rien, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on remarque assez régulièrement dès le moment où on se retrouve avec des équipes qui sautent une mise en production. Ah, allez, on ne va pas le mettre en ligne maintenant, on va le mettre en ligne la fois prochaine. On n'est pas prêt là, cette fois-ci, parce que ce qu'il y a dedans, c'est pas suffisant. Ouais, ce qu'il y a dedans, c'est pas suffisant, plus ça augmente, plus ça génère des problèmes. Et donc, du fait, elle doit prendre des décisions, notre amie Eva. D'accord? Comment est-ce qu'elle va gérer ce syndrome de la grosse release? Alors, elle peut décider de se centrer sur l'équipe. Se centrer sur l'équipe et de devenir une Scrum Master qui va rester dans la technique. Et en restant dans la technique, de pouvoir vraiment appliquer son rôle de Scrum Master, d'essayer de se focaliser sur la vitesse tout en étant dans la technique. Elle peut décider de prendre son diagnostic sous le bras, d'aller voir les chefs de Ludigames et de leur montrer le résultat de son analyse et éventuellement de travailler aux ambitions de Ludigames. Est-ce que ça répond à vos ambitions, ça? Qu'on ait une release qui passe de 3 mois à 6 mois, de 6 mois à 1 an? Elle peut aussi se dire, ouais, non, le syndrome de la grosse release, c'est pas le problème de l'équipe. Non, c'est pas l'équipe qui pose problème. C'est nos PO. C'est les gens qui nous disent, enfin, qui nous demandent, normalement, qui nous disent ce qu'on doit mettre dans la release qui sont en cause. Et donc, elle peut décider de travailler avec les PO chez Ludigames. Ou alors, bon, vous en avez marre de parler du Scrum Master Ludigames Eva et vous voulez qu'on fasse track sa vie de Scrum Master et qu'on passe à son étape professionnelle suivante. Donc, on a une question à 4 choix. Je vous sors une question à 4 choix. Hop, j'ai cliqué. Non, j'ai pas cliqué. Voilà, là, j'ai cliqué. Allez-y, votez. Bien sûr, je peux réafficher les 4 choix. En 1, on a une Scrum Master qui reste dans la technique. En 2, Eva va aller parler des ambitions avec Ludigames. En 3, on travaille à la démarche produit chez Ludigames parce que c'est les PO qui sont embêtants. Et en 4, on fait un fast track. On oublie le Scrum Mastering. Hop. Alors, ok. On va aller parler démarche produit. Alors, le problème de Ludigames, c'est qu'ils ont lancé plusieurs jeux en même temps. Plusieurs jeux en ligne en même temps. Et qui dit plusieurs jeux en ligne, ça veut dire que nos jeux, ils doivent vivre leur vie en ligne. J'ai un produit qui est utilisé par des utilisateurs.
non seulement je dois me concentrer sur éventuellement le nouveau jeu qu'on veut sortir demain, mais également je dois m'assurer que l'expérience des utilisateurs en ligne reste cohérente, reste satisfaisante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes utilisateurs, ils vont rencontrer des anomalies et que ces anomalies, il va falloir que je les gère. Or, si mon équipe se concentre sur la gestion de la nouveauté, est-ce qu'elle a réellement le temps de s'occuper de la gestion des anomalies? Si mon équipe s'occupe des anomalies et qu'elle les met en ligne, certes, elle va mettre en ligne des choses régulièrement, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle crée de la valeur ou est-ce qu'elle rétablit de la valeur? La différence entre une anomalie et une nouveauté, quand on regarde à la priorisation, c'est que si on la met sur deux axes, d'accord, un axe visibilité client et un axe création de valeur, une nouveauté, elle sera normalement visible par les utilisateurs et elle va nous créer de la nouvelle valeur. Là où une anomalie, elle est visible par les utilisateurs également, mais par contre, elle ne va pas créer de la valeur, l'anomalie. Si je résous l'anomalie, je ne vais pas créer de la valeur, je vais en restaurer de la valeur. D'accord? Je vais garantir que la valeur que j'ai promis qui était dans mon produit, elle sera accessible. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent au niveau des équipes Scrum notamment, c'est qu'on dit aux équipes Scrum, votre priorité, c'est de livrer de la valeur régulièrement. Quand on est PO, quand on est dans une équipe Scrum, on regarde ça et on se dit, OK, donc notre priorité, c'est de travailler à de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on fait du run, ce qu'on appelle le run? J'ai vu plusieurs choses. Hein. Moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai vu plusieurs choses. Hein. J'ai vu on met ça sous le tapis. On met ça sous le tapis, c'est-à-dire les anomalies, tant que le client ne vient pas crier, on n'y travaille pas, puis quand le client il vient crier, entre deux sprints, entre deux versions qu'on va mettre en ligne, on va y travailler un petit peu. J'ai vu on passe la patate chaude. Le passage de la patate chaude. Une équipe de run, une équipe de nouveauté. L'équipe de nouveauté, elle crée un logiciel, elle crée un produit. Et puis bon, si on crée des choses pas belles, j'allais dire un gros mot, si on crée des choses pas belles, c'est pas grave, c'est l'équipe d'après qui s'en occupera. J'ai vu le You Build It, You Run It. D'accord? Mais j'ai vu le You Build It, You Run It de deux manières. Le You Build It, You Run It, c'est toi qui as créé ton logiciel, c'est toi qui as créé ton produit, c'est toi qui gères le run. Mais je l'ai vu de deux manières. Je l'ai vu en mode, avec deux équipes, d'accord? Il y a une équipe qui crée une version. Une fois que la version était en ligne, cette équipe passait en mode run et elle gérait les anomalies de la version qu'elle avait créée, pendant que la deuxième équipe se mettait à créer la version d'après, d'accord? Et quand cette version partait en ligne, il changeait de place. Ça peut marcher. J'ai vu aussi le You Build It, You Run It sur une même équipe, où là, l'équipe, elle priorise. Mais elle priorise comment? Est-ce qu'elle priorise au début de sa version en disant sur cette version-là, on emmène des anomalies et on emmène celle-là et on va résoudre celle-là? Est-ce qu'on est capable d'estimer l'effort que ça va nous demander de résoudre une anomalie? Ou alors, est-ce qu'elle se dit, de toute façon, on va se dédier du temps durant notre création de version, notre sprint, on va se dédier une personne, l'équivalent d'un temps plein, le Shadok, comme j'ai parfois dans certaines équipes. Le Shadok, c'est celui qui pompe pour éviter qu'il y ait des choses qui se passent. Ou le Jarvis. Le Jarvis, c'est le secrétaire informatisé d'Iron Man. J'ai vu ça fonctionner aussi. J'ai vu d'autres équipes qui, carrément, pour le run, avaient décidé que le run, il n'était pas géré en Scrum et que du fait, ils géraient ça en Kanban. Ils avaient le run en Kanban et l'équipe en Scrum. Enfin, la nouveauté en Scrum. Souvent, le Build It, You Run It, on entend du shit in, shit out. L'équipe, elle crée quelque chose qui n'est pas beau, elle va gérer quelque chose qui n'est pas beau. Alors, ça a un avantage, c'est que ça met l'emphase sur la création de qualité pour l'équipe. C'est un inconvénient, c'est que la qualité, ça a un prix. Et la qualité ayant un prix, est-ce que derrière, on est capable de la payer? C'est pas sûr. Bon, derrière tout ça, j'ai vu d'autres manières. J'ai vu d'autres manières de le faire. Les autres manières de le faire, c'est
réellement d'avoir une équipe qui passe en mode run tous les 2 sprints. Donc, ils font nouvelle version, run, nouvelle version, run. Ça peut se gérer comme ça. J'ai vu des équipes qui ont réussi à faire en sorte que leurs anomalies elles soient détectées le plus vite possible avant même d'aller en production, d'essayer d'en générer le moins possible. Bon, ça demande d'avoir des gens qui sont capables de tester en profondeur au sein de l'équipe. D'accord. Et ça demande aussi que potentiellement, avant de mettre en production ma nouvelle version de produit, enfin d'application, je puisse garantir que j'ai été vers un certain niveau de test, d'accord, et donc de faire dépendre la libération de la valeur d'une personne unique ou d'un rôle unique dans l'équipe. Si le PO, si le testeur est dit go, on lâche. Ça peut marcher. Bon, pour se lancer dans une démarche produit, derrière la gestion d'anomalies, Eva, elle se dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de récupérer des informations. Et derrière, elle propose, elle se dit, tiens, je vais aller voir un meet-up. Il y a des meet-up sur Nantes, je sais qu'il y a des meet-up un peu tout le temps. Il y en a aussi sur Lille. Alors, je l'ai créé en étant lillois, donc je peux parler de la communauté lilloise. Donc elle peut décider, Eva, d'aller voir ce qui se passe côté des meet-up, ou elle peut décider d'organiser un séminaire, de se dire, tiens, notre gestion de produit, il faut qu'on en discute tous ensemble, et on va créer un séminaire. Et donc pour ça, Eva, vous devez lui proposer de prendre une décision, soit en 1, d'aller voir un meet-up produit, soit en 2, d'organiser le séminaire au sein de Ludigames. La raison pour laquelle vous ne voyez pas les résultats et pour laquelle j'ai mis un timer, c'est que la première fois où je l'ai joué, la salle s'est amusée à me faire des 50-50 régulièrement. Mais réellement, quand il y en avait un qui prenait le dessus, il y avait quelqu'un qui allait voter pour faire en sorte que l'autre revienne. Et régulièrement, je me suis retrouvé avec des 50-50. C'était très rigolo, mais un peu stressant quand même quand on est sur scène et qu'il faut prendre la décision pour les gens en face. Alors, voyons voir ce qu'on vous propose. Choix 2, on va organiser un séminaire produit. En fait, Eva, elle n'a pas beaucoup d'expérience sur cette organisation de séminaire produit. Elle va chercher un certain nombre d'idées, elle va lire des choses, et elle se rend compte d'une chose, c'est que première chose à faire quand on organise un séminaire, c'est de valider un objectif. Et donc, son objectif, un petit peu ambitieux sur un séminaire, c'est de définir la démarche produit de Ludigames. Ça, c'est son objectif. Donc, grosso modo, elle se dit qu'au sortir du séminaire, quelle que soit la durée, si elle n'a pas répondu, si elle n'a pas pondu la démarche produit Ludigames, elle ne sera pas contente. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que à force de lire des choses, elle est tombée sur le site Liberating Structures. Qui connaît le site Liberating Structures? C'est ceux qui ne connaissent pas, allez-y. C'est une mine d'or de type d'atelier, c'est gratuit. De toute façon, tout ce que je propose, tous les sites que vous allez voir, il n'y a que du gratuit. C'est une mine d'or de type d'atelier pour mettre en place de l'intelligence collective. Intelligence collective, ça ne veut pas dire que quand on est tout seul, on est con. C'est juste comme on a besoin des autres pour mettre en place des choses. Mais aussi et surtout, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez faire émerger, vous allez pouvoir identifier le bon type d'atelier. Donc, elle utilise pas mal de Liberating Structures et au final, elle est contente parce que les gens vivent bien son séminaire. Elle a mis en place, pour ceux qui connaissent Liberating Structures, elle a mis en place des elevator pitch pour discuter produits. Elle a mis en place un World Café, d'accord, qui a permis aux gens de tous discuter des mêmes sujets, mais à différents moments du séminaire. Ils ont vraiment travaillé sur la cohésion des gens, l'adhésion aux différents sujets, tout ça.
Elle est contente, Eva, parce qu'en fait, elle a aussi fait un méga icebreaker en qui a déjà. D'accord? Donc, l'idée, c'est on se met tous en cercle et il y en a un qui essaie le premier essaie de trouver une question ou un événement que lui a fait et qui pense qu'il y a peu de monde dans la salle qui l'ont fait. Du style, qui a déjà sauté en parachute? D'accord? Je peux vous garantir que moi, je connais un coach agile qui dit qui a déjà été moniteur de saut à l'élastique, hein. Vous connaissez celui-là, hein, ce coach agile-là. Et ben, généralement, il n'y a pas grand monde qui lève la main. Et puis en plus, elle a trouvé des choses. Elle a réussi à embarquer les personnes. Le fait d'avoir fait cet icebreaker, d'avoir travaillé à cette cohésion, ils ont dégagé des choses tous ensemble. Et elle a énormément de matière. Attendez, elle a de la matière. Elle n'a pas sa démarche produit. Non, elle a de la matière. Au sortir de son séminaire, elle a de la matière. Et qu'est-ce qu'elle va faire de cette matière? Bah, c'est là que vous allez m'aider parce que est-ce qu'elle s'est rendue compte durant l'événement que enfin, elle s'en est rendue compte, mais il n'y a pas vraiment d'actions qui sont sorties. Donc, elle se pose la question, bah, comment est-ce que je peux dégager des actions de mon séminaire? Est-ce qu'elle va se dire qu'en fait, elle a bien un listing d'actions, mais qu'il faut les faire vivre? Et ça, c'est compliqué. Une fois qu'on a un listing d'actions, de le faire vivre après un séminaire. Ou est-ce qu'ils se disent, en fait, c'est pas trop la démarche produit qui est un problème, c'est notre démarche agile à nous, et il nous faut notre méthode à nous. On va créer notre méthode agile à nous pour être sûr que ça réponde à notre besoin. Ou est-ce qu'en fait, il y a son management qui vient la voir après et qui lui dit dis donc, Eva, ça nous coûte quand même cher toutes ces bêtises d'agile là. Comment tu justifies tout le temps qu'on passe ensemble à discuter et à faire des choses? Parce que non seulement nous on discute, mais vous aussi dans l'équipe, il nous semble que vous faites facilement des réunions pour discuter. Donc vous avez le choix. En 1, on va discuter de dégager des actions du séminaire. En 2, on fait vivre les actions après un séminaire. En 3, on va explorer la méthode maison pour Ludigames. Et en 4, l'agile, ça coûte cher. 5 secondes. Ok. Faire vivre des actions après un séminaire. Qui a déjà vécu des séminaires où on sort de là avec une liste, mais à l'après-vert, une grande liste comme un ticket de caisse pour une réunion de famille de 25 personnes, avec plein d'actions. Et puis ces actions, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Enfin, on sait quoi, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quand. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Ah, ouais. C'est souvent ce qui se passe, hein, mine de rien. Quand on organise un séminaire, souvent, il y a plein de choses qui sortent. Puis souvent, en fait, on est tellement pris par ce qui se passe qu'à la fin, on a plein d'actions et on se dit, non, mais les actions, je vous enverrai un mail avec toutes les actions, puis on décidera ensuite ce qu'on fait. Ouais, non, ça pose problème. Pour moi, c'est un vrai problème, cette histoire d'action dans un séminaire, parce que faut savoir que, de mon point de vue, quand on veut changer enfin, c'est pas mon point de vue d'ailleurs, je remercie Laurent Morisseau qui est en train de faire une conférence en ce moment sur les OKR. Je remercie Laurent de me l'avoir mis en évidence il y a quelques années. Dès le moment où on veut changer les choses, ça prend du temps. Dès le moment où on veut changer les choses, ça prend du temps. Et pour bien changer les choses, il faut être capable d'estimer un petit peu au bout de combien de temps on va être capable de mesurer le changement. Si aujourd'hui, je veux modifier la manière dont on gère notre réunion journalière, notre daily meeting, d'accord? Et qu'on se dit, à partir de maintenant, on fait ça et on change ça. Demain, on va le faire, mais pas très bien. On apprend. Après-demain, on le fera un petit peu mieux, sauf que c'est dimanche, donc on va dire mardi. Mardi, on le fera un petit peu mieux, d'accord? Puis, mercredi, on commencera vraiment à avoir bien appréhendé le changement.
Et jeudi ou vendredi, on commencera à voir le résultat de notre modification du débit. Génial. En une semaine, notre changement il a été validé. Donc, lorsqu'on regarde à une action qui va agir sur le daily meeting, on sait qu'on va voir le résultat sous une semaine. Si j'essaie de changer une réunion qui a lieu toutes les 2 semaines, en fait, c'est la même chose. La première réunion, le changement, il n'est pas tout à fait efficace. La deuxième réunion, on commence à l'appréhender, mais il faut être sûr d'aller creuser un petit peu. Troisième réunion, on est plutôt bon. Quatrième réunion, on commence à avoir du résultat. Cinquième réunion, on peut juger de l'efficacité de notre changement. Je vous rappelle, notre réunion, elle a lieu toutes les 2 semaines. Pour regarder l'efficacité du changement de notre réunion qui a lieu toutes les 2 semaines, il nous faut 10 semaines. Donc, si je ne suis pas capable de dire cette action-là, on pourra la mesurer dans 10 semaines, j'ai beau mettre tout ce que je veux derrière, à un moment donné, j'ai un chef qui va venir me voir en disant hey, le changement, là, toutes les modifications que vous mettez en place, vous embarquez tout maintenant. Ouais, non, mais attends, si j'embarque tout maintenant, ça veut dire que la modification qu'on a commencé à faire, qui sera visible que dans 10 semaines, si ça tombe, elle sera pas le résultat ne sera pas visible dans 10 semaines parce qu'entre-temps, on aura contrecarré ce résultat par autre chose qu'on a mis en place. Vous voyez où je veux en venir? Donc, première chose, quand on met des actions, moi, c'est pas le SMART, j'oublie. Ça marche plus, le SMART. D'accord? Les gens en ont déjà tous entendu parler. Vous avez déjà entendu parler de l'acronyme SMART? Oui, ça marche plus. Moi, j'y crois plus en SMART. Parce que déjà, moi, je suis le premier à pas le suivre. J'écris une action, je suis dans le feu de cette action et on a plein d'idées et le SMART, je suis incapable de vraiment le poser à chaque fois. Par contre, si je me pose la question de 1, qui va agir dessus? 2, quand est-ce que je serai capable de voir un résultat? Et 3, c'est quoi le résultat que j'attends? Qu'est-ce qui me dira que j'ai réussi ou pas? Je trouve ça beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple parce qu'en plus, ça me permet, au fur et à mesure où j'y vais, de prioriser. Le SMART ne me permet pas forcément de prioriser les actions les unes par rapport aux autres. Que si je me pose la question de à quel moment je vais pouvoir voir si ça fonctionne, et que j'ai décidé que c'était la première action que je voulais mettre en place sur ma réunion de 2 semaines, je me poserai la question de c'est quoi l'autre action dans 10 semaines. Je n'ai pas besoin de me la poser tout de suite. La prochaine action sur cette réunion de 2 semaines, je me la poserai dans 10 semaines. Donc, ça me permet aussi de mettre de côté tout ce que je veux pas, tout ce que je n'ai pas besoin de travailler maintenant. Bon. Oui. Et quelle est la mesure, quel est l'indicateur qui va me permettre de voir que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Alors, attention, un indicateur, ça peut très bien être, est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça améliore ou pas? Il n'y a pas forcément besoin de trouver un chiffre mesurable par un ordinateur, tout ça. Ça peut vraiment être, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça a fonctionné? Bon, c'est bien beau tout ça, mais Eva, elle a mis en place des listes d'actions, elle anime tout ce qui se passe. Ce qu'elle a fait, c'est que toutes les actions qui étaient du côté de son équipe, à chaque fois que l'équipe en a embarqué une, elle l'a mis dans son backlog de sprint. Comme ça, c'est facile à suivre. L'équipe, elle ne l'oublie pas durant le sprint, elle doit travailler à quelque chose, c'est dans le backlog de sprint. Donc, si on veut être sûr qu'à la fin de notre sprint, on a réussi notre sprint, il faut que les actions d'amélioration qu'on a embarquées durant le sprint, elles aient été faites. Petit truc. C'est pareil pour les rétros. Si vous faites une rétrospective avec une équipe et que vous notez nulle part les actions d'amélioration que l'équipe elle embarque, vous pouvez être sûr que la rétro d'après, ils vous remettent les mêmes problèmes et ils ressortent les mêmes actions. Donc moi, je les mets systématiquement dans le backlog de mon sprint. Bon, durant notre séminaire, la vision de l'entreprise a été mise sur le tapis et on pourrait demander à Eva de faire intervenir des gens qui sont mieux placés qu'elle, côté vision. Ils ont parlé produit, ils ont trouvé des actions. Bon, elle n'a pas beaucoup avancé sur le produit. Enfin, si, elle a amélioré la démarche, elle a amélioré des choses. Ils ont mis en place des améliorations, mais elle propose de faire intervenir des experts de notre vision. Elle se dit, ouais, non, en fait, il y a un problème, c'est que nos équipes, elles ne fonctionnent pas correctement parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même vision des objectifs. Et elle a entendu parler justement de Laurent Morisseau et elle s'est dit, bah, tiens, et si on regardait un petit peu aux OKR Pardon. Ensuite, elle peut se dire, on ne sait pas ce que c'est que la valeur business.
On n'arrête pas de nous parler de valeur, mais à chaque fois qu'on parle de valeur, on nous dit valeur business, valeur business, valeur business, et il n'y a personne qui a été capable de dire la valeur business, c'est ça. C'est un élément un peu fuyant, la valeur business. Donc, on pourrait aller explorer ça avec elle. Ou alors, tout simplement, hein, on pourrait vouloir explorer le fait que le management est assez content de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a mis en place depuis quelques temps, de tout ce qu'elle fait, et il décide de lui demander de devenir coach agile chez Ludi Games. Alors, on est sur 4 réponses possibles. Hop, allez-y, votez. Donc, 1, on va aller regarder les experts de la vision. 2, on va parler OKR un petit peu. 3, on va parler valeur business. Et 4, Eva devient coach agile. Et je me rends compte que je vais accélérer un tout petit peu. Je vais un petit peu moins dans le détail. Si on veut voir toutes les... arriver à la fin de l'aventure. Oh, magnifique! Et ben vous savez quoi, je vous remets une question à 3. On va garder que les trois dernières. On va demander aux gens de se repositionner. Si je retrouve ma souris qui est passée sur mon iPad, je ne sais pas comment elle a fait. Oui, ma souris elle est là. Voilà. Donc je vous remets une question à 3. Donc les trois choix seront 1. Elle est où? Hop. 1, ce sera démarche OKR, 2, valeur business et 3, coach agile. OKR, valeur business ou coach agile. Et là, si vous me refaites une égalité, c'est moi qui choisis. Ok, on va la faire passer coach agile, Eva. Alors, en effet, Eva, elles sont toutes indiquées pour être coach agile. Elle a mis en place des choses avec son équipe, ça s'est bien passé. Et du fait, son management lui dit, hey, tu sais quoi, ce qui serait bien, c'est que tout ce que tu as fait avec ton équipe, tu fasses la même chose mais au niveau de l'entreprise. Cool, c'est plutôt cool ça. Mais ça pose quelques problèmes. D'accord? Premier problème, c'est comment elle se fait remplacer? D'accord? Coach agile, normalement, dans la tête d'Eva, coach agile, c'est pas quelqu'un d'opérationnel. C'est quelqu'un qui accompagne, mais c'est pas quelqu'un qui fait. Or, elle, souvenez-vous, elle aimait la technique, elle était Scrum Master, elle avait un certain rôle au niveau de l'équipe. Ensuite, il va devoir accompagner de nouvelles équipes. Donc, comment elle va faire pour accompagner? On pourrait aller regarder sur ce qu'elle va faire pour accompagner la nouvelle équipe. 3, elle se dit, ouais, moi j'ai besoin, je vois qu'il manque un S ou pas. Elle se dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe à côté. Et pour aller voir ce qui se passe à côté, elle décide d'aller voir l'Agile. D'accord, c'est l'équivalent de l'Agile Nantais, pardon, l'Agile Tour Nantais, mais à Lille. Ou alors, en fait, elle décide que pour elle, coach agile, ça veut dire qu'il y a une description de la démarche agile chez Ludi Games. Et que pour ça, elle a besoin de regarder ce qui se passe et elle va aller lire des choses, notamment au niveau du manifeste agnostique agile. Donc, on est encore sur une 4 choix. En 1, on va regarder comment on trouve un Scrum Master pour la remplacer. En 2, on va regarder comment on crée une nouvelle équipe Scrum à partir de l'équipe qui est déjà en place. En 3, elle participe à un événement agile. Et en 4, elle parle agnostique agile. Agnostique agile. Qui connaît le mouvement agnostique? Personne ne connaît le mouvement agnostique? Allez lire le site, il est génial. Le mouvement agnostique agile, c'est un mouvement qui, si je ne me trompe pas, qui a débuté en 2018, où des personnes se sont dit, c'est bien beau
mais tout ce qu'on fait dans l'accompagnement agile des entreprises, en fait, on rencontre des gens qui n'ont pas forcément la même manière de penser, ou on rencontre des personnes qui nous demandent des choses qui sortent un petit peu de ce que nous, on veut faire. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, on va écrire un petit manifeste qui ne vient supplanter en rien le manifeste agile, mais qui explique la démarche d'un accompagnateur agile. D'accord? Et notamment, l'agnostic agile va, pour lui, c'est la démarche qui compte. Ce n'est pas nécessairement un framework ou autre, c'est l'état d'esprit qui compte. Ensuite, c'est le besoin de son client, le besoin de la personne qu'on accompagne qui prime. Ce n'est pas ma vision à moi, accompagnateur, qui doit être mise en place chez vous. C'est non, c'est vous devez trouver votre propre manière d'être agile chez vous. Ensuite, je reconnais la valeur, en tant qu'agnostique, je reconnais la valeur des frameworks qui existent, de tout ce qui existe à côté. Parfois, je n'y adhère pas à ces frameworks, mais par contre, je n'ai aucune raison de les dénigrer. Ils ont été mis en place par des personnes qui avaient sans doute de très bonnes intentions. Ça a sans doute fonctionné dans d'autres endroits que mes clients. Donc voilà. Et aussi et surtout, c'est j'admets que je ne suis pas omniscient et je ne dois pas être le seul point d'entrée agile de mon client lorsque mon client vient me voir avec des choses avec des questions ou des problématiques que je n'ai jamais rencontrées. Je vous conseille grandement de lire le site Agnostic Agile. Encore une fois, c'est gratuit. Moi, je m'y inscris pleinement dans ce manifeste agnostique, à tel point qu'en ce moment, avec le GAG, c'est le groupe d'agilisation et de gamification auquel j'appartiens chez Next2, on est en train d'écrire un manifeste du coach agile et on va se baser énormément sur le manifeste agnostique. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher derrière? On peut aller chercher Eva, elle rentre dans l'agnostic, elle se dit, tiens, on va regarder à des choses différentes. Est-ce qu'on veut aller regarder au Kanban? Est-ce qu'on veut aller regarder à Shape Up, d'accord? Parce qu'elle a lu le livre blanc de chez Basecamp sur Shape Up. Ou est-ce qu'elle décide de travailler à une méthode maison pour Ludigames? Ou est-ce qu'elle se rend compte qu'en fait, on ne devient pas coach tout seul et peut-être qu'elle a besoin d'aide? Donc, ce sera la dernière question. Est-ce que vous décidez de lui faire explorer le Kanban, lui faire explorer ShapeUp, lui faire mettre en place une méthode maison chez Ludigames, ou en fait, me faire se rendre compte qu'on ne devient pas coach tout seul? Ah, on ne devient pas coach tout seul. En fait, c'est vrai. Il y a une phrase qui me revient régulièrement en tête. C'est Benjamin Cabane qui l'a écrit une fois sur son LinkedIn et elle m'a sauté à la figure, cette phrase. Le fait d'avoir une expérience ne fait pas de toi quelqu'un d'expérimenté. Eva, elle se l'est pris en pleine tête. Elle s'est rendue compte que, de un, dans les premières choses qu'elle tentait de déployer chez Ludigames, elle était touchée par le biais du survivant. Vous connaissez le biais du survivant? Oui? Non? Le biais du survivant, oui? D'accord. Le biais du survivant, c'est qu'en fait, quand on regarde à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, et qu'on va essayer de comprendre un cheminement, la plupart du temps, devant nous, on a le cheminement qui s'est bien passé et on en oublie les choses qui ne sont pas bien passées. Le biais du survivant vient d'une histoire durant la Seconde Guerre mondiale où les scientifiques ont essayé de blinder mieux les avions. D'accord. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les avions qui revenaient à la base et ils ont regardé là où il y avait plus d'impact de balles sur ces avions-là. Et au départ, ils se sont dit, mais on va blinder là où il y a le plus d'impact de balles sur nos avions qui reviennent.
Sauf qu'en fait, ce qui ne s'était pas dit, c'est que en fait, si les avions reviennent avec tous ces impacts de balles, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été touchés aux autres endroits. Et que peut-être les avions qui ne sont pas revenus, c'est justement parce qu'ils ont été touchés aux endroits sur lesquels les avions qui ont survécu n'ont pas été touchés. Et donc, quand on regarde à une expérience, on a souvent tout ce qui s'est bien passé, et puis on en oublie tout ce qui ne s'est pas bien passé. Le fait le biais du survivant, en fait, pour Eva, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle a vu une manière de faire avec sa première équipe. Elle est persuadée que ça doit marcher avec toutes les équipes. C'est son expérience, c'est sa première expérience. Et donc, elle a essayé de l'appliquer avec une autre équipe et elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas. Et avant de se rendre compte qu'elle était dans ce biais du survivant, il lui a fallu un certain temps. Et malheureusement, en position de coach, ça lui a été reproché. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est assez seul quand on est coach agile dans une entreprise. À moins d'être dans une entreprise où il y a 6 ou 7 coachs agiles avec vous, j'en connais pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup. Quand on est coach agile au sein d'une organisation, on est assez seul. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problématiques, et soit on se met dans une position où on essaie de leur amener des réponses. Pour moi, c'est une grosse erreur. Parce qu'on n'est pas là pour leur amener des réponses, on est là pour leur amener des questions, pour les aider à trouver leurs réponses à eux. Ce n'est pas nous qui avons les réponses normalement. Mais souvent, on a envie de les aider. Et puis en plus, on est souvent on est l'expert devant les personnes. Et donc, comme on est l'expert, on va être touché par peut-être le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi les gens viennent me voir? Par cette solitude. Et donc, ce qu'Eva propose, ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle pourrait mettre en place, c'est le fait d'avoir un miroir coach. Donc, c'est d'avoir quelqu'un d'autre en face d'elle qui soit pas elle, mais qui lui permette d'avoir des réponses pour elle. Ou alors, elle peut décider de suivre une formation certifiante. Peut-être que le métier de coach, en fait, c'est pas si simple que ça. Et que peut-être que j'ai besoin d'être formée. Enfin, elle a besoin d'être formée, Eva. Elle a besoin d'aller chercher les réponses qu'elle ne peut pas donner auprès de méthodologies qu'elle va acquérir à l'extérieur de l'entreprise. Ou encore une fois, est-ce qu'elle va aller chercher de l'aide dans un événement style Agile Tour? Allez, répondez. Il me reste encore 5 minutes, c'est ça? 2 minutes. Ok, il me reste 2 minutes. Allez, est-ce que vous avez voté? Oui, et on conclura là-dessus. Hop. Formation certifiante. Il y en existe tout plein, des formations certifiantes. Et généralement, moi, je connais 2 organismes qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, de ce que ça veut dire d'être coach. D'accord? Florent Loton, hier soir, donnait une conférence sur ce que ça veut dire d'être coach agile. Et je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas eu le temps de l'écrire depuis, mais il utilisait la matrice de Lisa Atkins, pour ceux qui Atkins, A-D-K-I-N-S, Lisa, L-Y-2-S-A, qui montre qu'en fait, quand on est coach agile, ce n'est pas comme être coach professionnel. En fait, à tout moment, quand on est coach agile, on peut passer du mode formateur au mode mentor, au mode coach. On peut se baser sur notre expérience, mais on peut aussi se baser sur un savoir, tout comme on peut être très bon techniquement et accompagner des équipes parce qu'on est très bon techniquement. Et il était super intéressant, elle est super intéressante cette matrice parce qu'elle permet de voir qu'en fait, c'est pas parce qu'on va acquérir des méthodes nécessairement qu'on va être un bon coach agile. C'est pas parce que je suis pas nécessairement formé à être coach que je peux pas accompagner les gens. Mais encore une fois, si je le fais de manière agnostique, si je le fais de manière à me rendre compte de ce que je sais ou ce que je ne sais pas, je vais pouvoir répondre correctement aux gens en face de moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous m'avez emmené sur des chemins qui m'ont amené à être un petit peu plus long que d'autres fois. Ce que je vous propose, c'est voilà, on va remercier nos sponsors, les sponsors de l'Agile Tour, qui sont affichés là. Vous verrez juste après le lien du rôti.
avec un QR code. S'il y a des choix que nous avons pris ensemble, que vous n'étiez pas d'accord avec ces choix, bah, vous aurez aussi la possibilité, juste après ce QR code, d'aller vous-même vivre votre aventure en ligne. J'ai mis cette conférence en ligne, voilà, en format rejeu. Je vous remercie énormément. Et puis, bah, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, on peut se retrouver après. Merci beaucoup.